qui viennent témoigner ce soir. J'ai rencontré Paul il y a 18 mois, à un startup project sur Paris. Le principe, c'était d'accompagner une startup et de marier avec une agence. Avant lui, c'était une startup. Nous, on en a suivi une autre. Tout à l'heure, il y avait Quantum, qui est une machine connectée qui se fait des cocktails. C'est la startup qu'on a suivie. Et j'ai rencontré Paul ce soir-là et je me suis dit vraiment, c'est un mec malin qui a une autre approche de traiter la créativité, les problématiques. Et je trouvais intéressant qu'il vienne témoigner ce soir, vous partager ses idées. Merci. Merci beaucoup pour ça. J'espère. Bon, en fait, je pense qu'on fait partie des cons qui osent tout. Je crois que les thèmes de ce soir, la créativité, que je vais lier un petit peu à l'innovation, sont les thèmes centraux de migration des annonceurs, des agences. Antoine, tu as lié deux choses qui étaient le design et la technologie, avec une phrase qui m'a un peu marqué, qui était « la technologie doit être au service d'une expérience ». Nous, on est parti d'un postulat qui était de se dire qu'aujourd'hui, il y avait des types d'expériences qui ne pouvaient pas être inventées s'il n'y avait pas une maîtrise totale de la technologie. Malheureusement, on ne va pas se mentir, ceux qui maîtrisent la technologie aujourd'hui, c'est des petits jeunes, tu as cité il y a effectivement Tesla, les Zuckerberg et autres. Et c'est des acteurs qu'aujourd'hui, ni les agences, ni les annonceurs arrivent vraiment à maîtriser. Le dialogue est compliqué. Ils sont un peu le stéréotype d'une génération qui aujourd'hui ne se retrouve pas forcément dans le monde du travail, qui ne se sent pas avec cette idée de process, de hiérarchie, qui a une façon de fonctionner qui est particulière. Donc je parle de développeurs, je parle d'ingénieurs, je parle de ce qu'on appelle peut-être les geeks, mais qui malheureusement, ces petits jeunes de 20 ans, 25 ans maximum, certains plus, sont aujourd'hui des personnes qui ont une maîtrise technologique des outils qui sont les plus avancés, qui sont capables d'anticiper et de créer des expériences qui sont toujours plus poussées. Et ces petits jeunes, personne n'arrive vraiment à les motiver. En tout cas, nous, c'est le constat qu'on avait fait. Alors, on était plusieurs à s'être rencontrés en école, à s'être rencontrés à des événements, à être tous un petit peu parachutés, soit dans des entreprises, soit certains en étant freelance. Et alors, je vais citer des exemples précis. Une personne que j'avais rencontrée était une personne qui avait déjà déposé 2 brevets à l'âge de 23 ans, qui était un ingénieur fou, tout seul, qui, je pense, vivait très difficilement d'un salaire qui était catastrophique parce qu'il faisait quelques missions freelance sans savoir se vendre et en voulant absolument pas rentrer dans un groupe. Un autre était champion de France de JavaScript. Alors ça parle pas à grand monde, mais concrètement, c'est un langage informatique. Et effectivement, il y a des championnats de France sur ce langage. Mais bon, pour être assez précis, c'est quelqu'un qui est à peu près capable de tout coder, qui était un autodidacte. Il a suivi l'école 42 après, qui est une école qui a quand même réussi à captiver ses talents, sans pour autant, je trouve, réussir à les catapulter dans le monde professionnel d'une manière, en tout cas, créative. Et ces jeunes-là étaient tous un peu isolés, et nous, on a décidé de leur proposer, en fait, un modèle de travail, leur proposer un nouvel environnement. Et je pense que la première approche créative qu'on a eue, ça a été, pour faire de la créativité, peut-être que la première chose sur laquelle on va être créatif, sur laquelle on va être innovant, c'est la façon dont on travaille. Alors, de manière concrète, on a pris un lieu. Ce lieu, on n'a pas pris des bureaux, on a pris une villa. On a pris une villa dans le sud de Paris, une grande villa, dans laquelle on a fait venir 10 personnes. Au-delà du lieu, on a choisi de faire une communauté, c'est-à-dire qu'on a proposé à ces personnes non pas de seulement travailler sur place, mais aussi d'y vivre. Alors ça paraît perturbant, il faut être précis sur le fait qu'on ne s'adresse pas à des personnes qui vont faire une carrière entière dans une maison en habitant tous ensemble comme un colcose, mais plutôt à des personnes qui sortent d'école, qui n'ont pas forcément la fibre entrepreneuriale, ou alors ont une fibre entrepreneuriale, mais peut-être pas les outils, peut-être pas alors je ne dirais pas le cran, mais la volonté ou les conseils pour se lancer. C'est des personnes qui se retrouvent absolument pas en entreprise, ça on l'a évoqué. Et donc toutes ces personnes, on leur a dit, venez pendant 1 an, 2 ans, une promotion, vous rassemblez dans cette maison et on va réunir des profils un peu comme vous, qui ont les mêmes passions, les mêmes valeurs, et on va tous se rassembler dans une maison. Dans cette maison, dans cette première maison, qu'on a appelée Hacker House, on a mis 10 personnes. On leur a proposé un modèle de travail particulier, puisqu'on les a tous salariés. Donc c'est tous des salariés, ils ne payaient pas leur chambre, ils venaient vivre. Et la question ensuite, ça a été maintenant comment on fait un business model de tout ça, parce qu'il fallait bien rentabiliser cette structure. Et l'idée, ça a été que, une fois qu'on a 10 petits génies, parce qu'il faut les appeler comme ça, de l'informatique, de l'ingénierie, des personnes qui sont des makers, des personnes qui sont parfois des creative designers, et bien sûr des informaticiens, et en fait on va proposer à des annonceurs, à des marques, à des sociétés,
cette capacité d'innovation. On est une sorte de laboratoire externalisé d'innovation. Concrètement, on nous propose des problématiques qui sont très larges, et on nous dit, s'il vous plaît, trouvez une réponse. Et on va être capable de mettre ces 10 personnes qui, bien sûr, réfléchissent différemment. Pourquoi? Parce que leur originalité, déjà, qui les a menés à vouloir vivre à 10 dans une maison. Parce que leur quotidien, qui fait que je pense qu'il n'y a pas un seul sujet qui n'est pas technologique, et j'ai des anecdotes à raconter en série sur des choses que j'ai vues à la maison qui sont parfois perturbantes, mais des discussions qui sont assez poussées sur toujours des sujets technologiques. Ils naissent dedans, ils vivent dedans, ils sont passionnés de ça, ils lisent ça. Ils consomment, ils créent, c'est assez impressionnant. Et puis on va proposer aussi, du coup, vu qu'on est externalisé, donc ça c'est le côté un peu agence, de ne pas rentrer dans les process de l'entreprise, de ne pas avoir ce problème hiérarchique, de ne pas avoir aussi ces conflits internes qu'on peut avoir en entreprise. Et donc très rapidement, on a trouvé en face de nous des grands groupes. Je vais en citer quelques-uns parce que ça permet de cadrer un petit peu et de préciser ce qu'on fait. On travaille actuellement avec Thales et Sanofi sur l'innovation produits, sur des choses qui sont à la limite de la recherche. On a travaillé avec le CNRS, avec des chercheurs, avec Total sur des problématiques de sécurité de chantier. On travaille aussi avec des annonceurs plus classiques, avec Huawei sur un lancement de produits. On a travaillé avec Système U. Bref, des grands groupes qui aujourd'hui ont ce besoin de créativité et qui sont effectivement tournés plus vers un nouvel acteur qui est un peu original et qui leur proposait une approche qui était peut-être différente, de leur dire on ne va pas seulement vous faire une campagne, on ne va peut-être pas seulement vous faire des recommandations, on va partir du cœur de votre produit, peut-être partir même du cœur de votre recherche et de vos possibles prochains produits, et repenser une expérience, et repenser un produit. Et on va utiliser à la fois des compétences que vous n'êtes pas forcément capable de sourcer en interne, parce que avoir la dernière personne en machine learning, qui est le sujet un peu nouveau du moment, c'est compliqué quand on est une entreprise dont le métier principal n'est pas ça, donc c'est pas le core business, mais par contre, avoir une compétence comme ça qui est capable de regarder et capable d'apporter le pouvoir qui est le machine learning, donc concrètement l'intelligence artificielle, si on doit simplifier, c'est quelque chose qui a un prix assez impressionnant. Mais pas seulement d'avoir une expertise donnée, d'avoir une pluralité d'expertise. Nos clients viennent nous voir avec des problématiques qui ne sont pas s'il vous plaît, on a besoin d'un algorithme de machine learning. Ils viennent nous voir en disant, je vais prendre le cas de Total qui est assez parlant, c'était de dire, nous on a des problématiques de risque sur les chantiers, qu'est-ce que vous pouvez faire? On n'avait aucune idée, donc on a reçu le brief, de la solution. Est-ce que ça allait être finalement une feuille de bonnes recommandations, de choses à pratiquer? Est-ce que ça allait être la préconisation d'embaucher plus de personnes pour surveiller les chantiers? Est-ce que ça allait être des nouvelles règles, un nouvel équipement? Et finalement, on s'est retrouvé à réfléchir à la maison. Alors on intègre énormément les annonceurs parce que cette co-construction dont on parlait tout à l'heure avec Antoine, qui est assez essentielle, la place de l'agence ou la place d'un cabinet d'innovation ou autre décentralisé, aujourd'hui il n'est plus très pertinent, cette logique-là de découpler finalement la réflexion de l'expérience et du métier est assez compliquée si on veut vraiment produire de l'expérience de qualité. Donc on intègre directement les équipes de Total, on commence à analyser les chantiers, à regarder les acteurs, et on est revenu avec des caméras qu'on a fabriquées nous-mêmes, donc vraiment un côté hardware, donc maker. Ces caméras sont installées sur le chantier, toutes les 5 secondes elles prennent des images, ces images elles sont automatiquement traitées par un algorithme de reconnaissance d'images qui détecte sur l'image s'il n'y a pas des personnes qui n'ont pas de casque de sécurité, de gilet de sécurité, s'il n'y a pas d'attroupement autour des chantiers, etc. Et on a développé après brique par brique avec eux des nouvelles fonctionnalités pour s'adapter au contrôle d'identité par exemple dans les chantiers ou autres. Et vraiment c'est cette approche-là où finalement on parle d'un problème qui est très vaste, qui pourrait se résoudre de plein de manières différentes, et parce qu'on apporte cette originalité peut-être de réflexion et cette pluralité des expertises, on a à la manière d'une agence une capacité de conseil et de proposition, mais je pense qu'on est capable d'apporter des idées, des concepts qui sont permises que parce qu'il y a une maîtrise profonde de la technologie. Alors, je vais peut-être faire une petite partie sur la vie à la maison, parce que je pense que souvent ça intrigue les gens. C'est des personnes qui sont assez particulières et je pense que c'est assez intéressant de parler d'eux parce que je pense que les agences rêveraient un petit peu d'avoir en interne ces petits génies de l'informatique, où bien souvent on se dit finalement le designer va leur donner des instructions, alors designer ou planner strat ou autre, et très souvent ils sont déçus. Voilà, c'est oui mais on voulait ça plus à droite, et oui on voulait ça plus à gauche. Des personnes qui sont assez peut-être moins expansives, alors que c'est des personnes qui sont assez brillantes, qui ont une maîtrise et un intérêt pour la chose, et quand on arrive à les comprendre, on en arrive à les rassurer, parce que je pense que le terme est là en fait, c'est de rassurer ces personnes et de les mettre ensemble. On arrive vraiment à créer à partir de leur
capacités et de leurs compétences, des choses qui sont assez exceptionnelles. Je vais peut-être citer des exemples de choses qu'on a créées. Alors, il y avait les caméras pour Total. On a créé un câble pour Huawei qui permettait de répartir l'énergie d'un téléphone entre plusieurs autres téléphones, qui a fait une opération grâce à une autre agence justement sur le don du pourcent. On a créé un téléphone à stockage illimité. Donc, la problématique, ce message d'erreur, votre téléphone est plein, votre espace de stockage est plein, était supprimé en utilisant des principes de machine learning et autres. Et c'est assez intéressant parce que là, typiquement, cette innovation qu'on a présentée au CES, ça n'a pas du tout été quelque chose qui est parti de se dire, et c'est assez étrange de se dire, il y a un problème sur les téléphones. C'est parti d'une technologie de se dire, ah, c'est intéressant, il y a quand même un côté client, c'était le cloud est quelque chose, est un espace de stockage qui n'est pas compris par les personnes, alors que de manière technique, finalement, c'est un espace de stockage, donc comment on ne pourrait pas le relier à un espace de stockage physique? Et de là, technologiquement, sont montées des briques, et au bout d'un moment, donc ça c'était sans intervention de designer, sans intervention de planner strat ou autre, c'est vraiment que technique. Et au bout d'un moment, on a utilisé cette technique au service d'un usage client qui était de se dire, ce concept que vous avez inventé, moi ils m'ont présenté en disant, on a inventé un algorithme de smart caching. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va en faire? Et en comprenant un peu le fonctionnement de ça, on s'est retrouvé à se dire, en fait, ce qu'ils ont inventé, qu'ils utilisent et qu'ils présentent de manière très technique, conceptuellement et de manière marketing ou de manière annonceur, c'est un téléphone avec un stockage illimité. Voilà comment aujourd'hui, à partir de la technologie, de l'approche technique, on est capable de créer des outils, des usages, des produits qui sont nouveaux. Alors, cette maison, on peut se dire qu'au départ, c'était une réunion de quelques personnes et finalement, ça a été un petit peu un coup de chance que ça se passe bien. Alors sûrement, c'est-à-dire que tout s'est fait un peu de manière assez empirique. On a commencé, on s'est dit, est-ce que l'un de vous se voit aller en entreprise? Non. Est-ce que l'un de vous a une autre solution? Non. Et si on se mettait tous dans cette maison, et puis après on s'est dit, il faudrait gagner de l'argent, on va prendre une première mission. Puis après, et voilà, tout s'est monté, tout ce modèle finalement que je vous ai exposé au départ, s'est monté de manière très empirique. Mais une fois qu'on a pris ce retour d'expérience, on a décidé de monter une nouvelle maison. Donc dans Tony, on s'est installé à Saint-Cloud, une deuxième maison qui effectivement qu'on essaye de spécialiser plus sur de la créative technologie, donc là d'attaquer des problématiques autour de la communication, de la publicité, autour des médias, autour de l'expérience client, on élargit l'expérience client. Donc voilà, ça c'est vraiment une spécificité. On essaye aujourd'hui d'en ouvrir d'autres. Donc d'ailleurs avec des annonceurs, c'est assez intéressant parce que bon, je pense que vous avez tous vu l'essor des labs ou l'essor des espaces d'innovation. Coworking est un exemple un peu particulier, mais je pense que c'est un peu l'esprit de réunir des compétences, de dédier des espaces et souvent aussi des équipes à l'innovation. Et nous, on va voir ces annonceurs en leur disant que cette culture qu'on a développée nous et ce fonctionnement qu'on a développé nous, il est compliqué à créer en interne, puisque alors c'est des personnes qui sont différentes, c'est des façons de fonctionner qui sont différentes. Et donc nous, on apporte cette culture-là pour monter avec des corporates, du coup, des labs, des hacker house, donc l'hacker house d'une marque. Et aujourd'hui, voilà, notre stratégie là, sur les prochaines années, c'est de répliquer ce modèle. Ce modèle, il est totalement, on va dire, industrialisable en tout cas, dans le sens où on a vraiment ce fonctionnement, chaque maison est rentable, la façon de fonctionner, on a une méthode d'idéation, etc. Tout est bien documenté, très automatisé. Et surtout l'image de marque, en tout cas la marque employeur est plutôt appréciée des jeunes développeurs parce que vraiment c'est une population, et ça faut le comprendre, qui ne se sent pas du tout écoutée, en tout cas reconnue dans le monde de l'entreprise actuellement, et pas du tout à sa place. Et je pense que alors je disais ils sont le stéréotype d'une génération, mais c'est vraiment vrai pour eux. Je pense que c'est ceux qui ont été le plus marqués par les outils en fait, qui nous occupent. Il y a quelque chose qui est assez intéressant de se dire que ces personnes-là sont des personnes qui baignent avec des objets qui sont le smartphone, l'ordinateur, etc., qui baignent dans un monde digital, pour qui tout est automatique, pour qui tout est instantané, pour qui tout est rapide. Et tout ça, ça a été créé par des entreprises dont on a toujours parlé aujourd'hui, mais qui ont inventé un monde où ils prônent des valeurs par leurs produits qui sont l'instantanéité, l'automatisation ou autre. Mais chez eux, l'entreprise elle-même, dans son modèle de travail, c'est pas du tout réinventé. En fait, c'est comme s'ils avaient réinventé le monde entier sans se réinventer eux-mêmes. On se retrouve dans les entreprises avec des bureaux à étage, avec des choses très strictes, très organisées. Et je pense qu'il y a une incompatibilité, même psychologique, de se dire qu'aujourd'hui, et encore plus ceux qui sont dans la technique, je pense, arrivent dans un monde où finalement, dans le monde du travail en tout cas, qui ne représente pas du tout les valeurs qu'ils ont connues à travers les objets avec lesquels ils sont. C'est un peu étrange, mais c'est vraiment un principe et quelque chose qui est assez profond et qui est assez entendu par ces personnes. Donc
Dans les agences, c'est un peu différent parce que je pense qu'il y a cette compréhension que la façon de travailler peut influer énormément sur la créativité. Donc il y a une façon de travailler qui est très souvent plus travaillée, plus libre. Dans les groupes, c'est beaucoup moins vrai. Après, dans les agences, je pense que, en particulier dans les agences créatives, malheureusement, la place pour ces personnes techniques n'est pas toujours faite. Donc ça, c'est une question de culture, une question d'adéquation psychologique, aussi de personnalité. Et pourtant, voilà, le message que j'aurais à donner, c'est que ces personnes sont une ressource assez impressionnante. Et voilà, nous, notre petite expérience prouve qu'en tout cas, on est capable de faire cette innovation-là avec ces profils-là. Alors aujourd'hui, on est aussi conscient de nos limites et c'est pour ça qu'on intègre de plus en plus des designers. Ça est vraiment le constat de se dire, bon, bah, effectivement, la technologie doit être au service d'une expérience. Et c'est assez intéressant parce qu'on arrive finalement en mettant un peu sur un pied d'égalité les designers et ceux qui sont spécialistes des nouvelles technologies à travailler ensemble et pas avoir un rapport de designer qui va penser une expérience pour ses textes. C'est plutôt finalement ces deux ensemble qui vont être capables à la fois de dire en fait l'ensemble des possibles, ce qui est possible techniquement, et de rebondir en temps réel avec les designers pour que dès qu'il y a une idée, on soit capable de dire c'est possible, c'est pas possible, voire de la prolonger. Et l'interaction est assez impressionnante et on est assez content d'ailleurs d'avoir réuni ces compétences et on espère que ça va continuer parce qu'on a des bons clients et on pense qu'on est capable de faire ce qu'on prétend faire, c'est-à-dire d'innovation technologique. Et voilà, je vous remercie en tout cas de votre attention.